en bienvenue sur la chaîne USA Celebrity Legacy. Au cours des derniers jours, l'Amérique a fait ses adieux à plusieurs personnalités remarquables, des icônes dont l'impact se fera sentir pendant des générations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous honorons leur vie, leurs réalisations et l'héritage qu'elles laissent derrière elles. Si l'une de leurs histoires vous a touché le cœur, veuillez envisager de laisser un « j'aime » pour aider à garder leur mémoire vivante. Merci d'être ici. Commençons maintenant. Tommy Price, batteur acclamé et figure de longue date du rock américain, est décédé le 10 octobre 2025 à l'âge de 69 ans. Né à Brooklyn, New York, en 1956, Price a commencé à jouer de la batterie à l'adolescence et est rapidement devenu connu pour sa vitesse, sa puissance et sa précision. Ses premiers concerts dans les clubs new-yorkais des années 1970 l'ont amené à collaborer avec certains des groupes de rock les plus reconnaissables. Au cours de sa carrière, il a enregistré et tourné avec Joan Jett and the Blackhearts, Billy Idol et Scandal, apportant son énergie caractéristique à des incontournables de la radio comme I Love Rock'n'Roll, Rolly Kogiapa Montiyaki, Warrior. Au-delà de son travail sur scène, Price a contribué à de nombreux projets en studio, gagnant le respect à la fois en tant que musicien de session et auteur-compositeur. Ses rythmes constants ont ancré les bandes originales d'une génération qui a grandi avec des riffs de guitare rebelles et des voix brutes. En dehors de la scène, Price était connu pour son humour discret et son humilité, un contraste avec le son tonitruant qu'il produisait derrière la batterie. Ses amis et collègues le décrivèrent souvent comme le cœur de chaque groupe qu'il rejoignait. Il laisse dans le deuil sa famille et ses amis proches, qui se souviennent pas non seulement de sa musique, mais aussi de sa loyauté et de sa chaleur. Le rythme de Tommy Price résonnera à jamais dans les couloirs de l'histoire du rock. Si sa musique vous a déjà fait bouger, sourire ou vous souvenir de votre jeunesse, commentez 69, son âge ou écrivez RIP Tommy Price pour célébrer l'homme qui a donné du rythme à la rébellion et de l'âme au rock'n'roll. Diane Keaton, l'actrice, réalisatrice et scénariste oscarisée dont la chaleur, l'esprit et l'authenticité ont contribué à remodeler le cinéma américain, est décédée à l'âge de 69 ans. Elle est décédée paisiblement le 11 octobre 2025 à son domicile de Los Angeles, entourée de sa famille. Son attaché de presse a confirmé son décès. Pendant plus de 6 décennies, Madame Keaton a été l'une des voix les plus distinctives et les plus durables d'Hollywood. Elle a acquis une renommée internationale avec Annie Hall, 1977, remportant l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation du personnage principal, libre d'esprit et attachant. Le rôle a non seulement redéfini la romance moderne à l'écran, mais l'a également consacrée comme une icône de la mode et de la culture avec son style androgyne intemporel et son charme terre-à-terre. Née Diane Hall à Los Angeles en 1946, elle a commencé à jouer sur scène avant de passer au cinéma. Ses premières collaborations avec Woody Allen, notamment Play It Again Sam 1972, lui ont permis de percer. Alors que son rôle de Kay Adams dans Le Parrain 1972 et Le Parrain 2 1964 a mis en valeur ses prouesses dramatiques. Elle a ensuite repris le rôle dans Le Parrain 3 en 1989. Tout au long de sa carrière, elle a reçu 3 autres nominations aux Oscars pour Reds 1981. Marvin's Room 1996 et Quelque chose doit arriver 2003, cimentant sa place parmi les actrices les plus polyvalentes de sa génération. Sa carrière cinématographique reflète un rare équilibre entre humour et humanité. De Baby Boom 1987 et Le père de la mariée 1991 au Club des ex 1996 et Esprit de famille 2005. Même dans ces dernières années, elle est restée active, apparaissant dans le Book Club 2018 et Mac and Rita 2022, embrassant la vieillesse avec l'esprit et la chaleur qui ont défini ses débuts de carrière. Selon des représentants de la famille, elle n'a révélé aucun problème de santé grave au cours de ces derniers mois. Bien qu'elle ait été candide au sujet de ses luttes contre le cancer de la peau et la boulimie. Diagnostiquée d'un cancer de la peau à l'âge de 21 ans, elle a pris l'habitude de se protéger du soleil toute sa vie.
Ces chapeaux emblématiques étaient à la fois un style et une protection. Ma tante a perdu son nez à cause de ça. Mon père et mon frère l'ont perdu. C'est pourquoi je porte de la crème solaire, a-t-elle déclaré au Los Angeles Times en 2015. Après une opération pour un carcinome basocellulaire et squameux, elle est devenue une discrète défenseur de la sensibilisation. Elle était tout aussi ouverte au sujet de sa lutte contre la boulimie, qui a commencé lorsqu'on lui a demandé de perdre du poids pour un rôle à Broadway. Tout ce que je faisais, c'était satisfaire ma faim. J'étais accro, a-t-elle déclaré dans l'émission du Dr Oz en 2014. Dans ses mémoires, elle se décrit comme une sœur pour tous ceux qui ont fait face à cette bataille, contribuant à apporter de l'empathie et de la visibilité à un problème souvent caché à Hollywood. Au-delà de la célébrité, Catton a trouvé un profond épanouissement dans la maternité. Dans sa cinquantaine, elle a adopté 2 enfants, sa fille Dexter et son fils Duke, les élevant en tant que mère célibataire dévouée. Elle a souvent décrit la parentalité comme la plus grande joie de sa vie, le rôle qui l'a maintenue ancrée. Lorsqu'on lui a demandé quel était son héritage, elle a un jour partagé « Je vis avec moi-même et je ne suis pas une icône. Chaque matin, je me réveille, je suis juste moi. » Cette humilité la définissait. Une femme qui voyait son art non pas comme une question de célébrité, mais comme une question de connexion, de réflexion et de vérité. Le décès de Diane Keaton marque la fin d'une époque, mais son rire, son courage et sa sincérité restent gravés dans le cinéma américain. On se souviendra d'elle non seulement pour son talent artistique, mais aussi pour son humanité. Une femme qui a montré au monde que l'authenticité est la forme de beauté la plus durable. Souvenez-vous de sa vie. Commentez 69 son âge ou écrivez RIP Diane Keaton ci-dessous pour vous souvenir d'une légende dont l'humour, la grâce et le cœur ont changé Hollywood à jamais. Ian Watkins, chanteur gallois et membre fondateur du groupe de rock Lost Prophets, est décédé le 11 octobre 2025 à l'âge de 47 ans. Né le 30 juillet 1977 à Merthyr Tydfil, au pays de Galles, Watkins a acquis la célébrité au début des années 2000 en tant que leader énergique de Lost Prophets, un groupe qui a contribué à façonner la scène rock alternatif et post-hardcore britannique. Les albums du groupe, notamment Start Something 2004 et Liberation Transmission 2006, ont produit des tubes majeurs comme Last Train Home et Rooftops, attirant l'attention internationale. La carrière de Watkins s'est terminée brusquement après sa condamnation en 2013 pour de graves accusations criminelles, menant à son emprisonnement et à la dissolution de Lost Prophets. Dans les années qui ont suivi, il a vécu en dehors du regard du public, sa réputation étant définitivement ternie. Autrefois considéré comme une voix créative et influente dans la musique rock, Watkins est devenu l'une de ses figures les plus controversées. Sa vie reflète à la fois l'ambition artistique et la chute personnelle. Une histoire qui reste un rappel brutal de la fragilité de la célébrité et des conséquences morales. Ian Watkins laisse derrière lui un héritage compliqué dont on se souviendra à la fois pour son rôle dans la formation du rock du début des années 2000 et pour les actions dévastatrices qui l'ont détruit. Commentez 47 ou écrivez RIP Ian Watkins pour marquer la fin d'une vie qui a laissé une marque indélébile, bien que profondément conflictuelle, sur la musique moderne. La légende hollywoodienne Robert Redford, l'acteur et réalisateur acclamé dont la carrière a été définie par des classiques tels que Butch Cassidy et Le Kid et l'Arnaque, est décédé à l'âge de 89 ans. Né Charles Robert Redford Jr. à Santa Monica en 1936, il a grandi à Los Angeles et a découvert le métier d'acteur à New York après avoir eu du mal à trouver une direction dans la vie. À la fin des années 1960, il était devenu l'un des acteurs principaux les plus recherchés à Hollywood. Son rôle révélateur était survenu dans Butch Cassidy et Le Kid 1969 face à Paul Newman, un film qui lui a non seulement apporté une renommée mondiale, mais lui a également donné un surnom qui l'a suivi toute sa vie,
Le Kid, les années 1970 ont cimenté sa place comme l'une des stars les plus rentables d'Hollywood. Il a joué dans Jeremiah Johnson 1972, Nos plus belles années 1973 et L'Arnaque 1973. À nouveau avec Newman, un film qui a remporté le prix du meilleur film. En 1976, il a assumé l'un de ses rôles les plus importants, incarnant le journaliste Bob Woodward dans Les Hommes du Président. Redford n'était pas seulement sa star, mais aussi un producteur, ayant obtenu les droits sur l'histoire du scandale du Watergate, garantissant qu'elle atteigne l'écran avec authenticité et impact. Redford s'est rapidement tourné vers la réalisation. Ses débuts, Des gens comme les autres, 1980, ont remporté l'Oscar du meilleur film et il a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur. Ses œuvres ultérieures, notamment Et au milieu coule une rivière 1992 et Quiz Show 1994, ont encore démontré sa sensibilité derrière la caméra. Même tard dans la vie, ses performances dans All Is Lost 2013 et The Old Man and the Gun 2010 ont rappelé au public son imposante présence à l'écran. En dehors du cinéma, Redford était profondément engagé dans l'activisme et les causes environnementales. En 1981, il a fondé le Sundance Institute et le Festival du film de Sundance, donnant aux cinéastes indépendants une plateforme qui a remodelé le cinéma américain. Aujourd'hui, Sundance reste l'un des festivals de films les plus influents au monde, une pierre angulaire de son héritage. Il laisse dans le deuil sa femme, Sybil Zars, et ses enfants. Redford a subi des pertes personnelles, notamment la mort de 2 de ses fils, Scott et James, des tragédies qui ont façonné sa vie privée. Pourtant, il a continué à travailler, à défendre et à inspirer. Les hommages ont afflué dans tout Hollywood, louant le talent artistique, l'intégrité et la vision de Redford. Il laisse derrière lui un héritage qui s'étend sur 6 décennies, non seulement en tant qu'acteur bien aimé, mais aussi en tant que cinéaste et chef de file culturel. Robert Redford nous a donné des histoires et des performances qui ne s'effaceront jamais. Pour honorer sa mémoire, vous pouvez écrire RIP Robert Redford dans les commentaires ou simplement laisser son âge, 89 ans, comme un hommage discret. Chaque message est une façon de dire merci à une légende qui a façonné le cinéma et inspiré des générations. Jim McNeely, largement reconnu comme l'un des pianistes, compositeurs et chefs d'orchestre de jazz les plus influents de sa génération, est décédé le 26 septembre 2025 à l'âge de 75 ans. Il a commencé sa carrière dans les années 1970 avec l'orchestre Thad Jones-Mel Lewis, attirant rapidement l'attention pour sa technique soignée et son phrasé imaginatif. Plus tard, il a joué avec le Stan Getz Quartet et le Phil Woods Quintet, des ensembles qui ont mis en valeur sa capacité à allier précision et chaleur. Le public admirait son style raffiné, tandis que ses collègues le considéraient comme un musicien qui rehaussait chaque performance à laquelle il participait. McNeely est devenu tout aussi influent en tant que compositeur et chef d'orchestre. Il a dirigé le Frankfurt Radio Big Band, a collaboré avec le Danish Radio Big Band et a contribué de manière significative au Vanguard Jazz Orchestra, l'un des ensembles les plus importants de New York. Ses enregistrements acclamés, notamment Group Therapy 1992 et Barefoot Dances and Other Visions 2018, sont considérés comme des jalons du jazz moderne, lui valant des nominations aux Grammy Awards et l'approbation de la critique. Né le 18 mai 1950 à Chicago et ayant fait ses études à l'Université de l'Illinois, McNeely a également laissé un héritage durable en tant que professeur à la Manhattan School of Music. Ses élèves se souviennent de sa générosité et de sa discipline, se souvenant de lui autant pour son mentorat que pour sa musique. Prenez un moment maintenant, commentez 75 ou écrivez RIP Jim McNeely pour marquer le décès d'un musicien dont le talent artistique et l'enseignement restent essentiels à l'histoire du jazz. Le monde de la musique pleure la perte de Bobby Hart, l'auteur-compositeur, producteur et interprète qui a contribué à façonner l'âge d'or de la pop américaine en tant que moitié de Boyce and Hart.
Il est décédé le 10 septembre 2025 à l'âge de 44 ans. Né à Phoenix en 1941, le partenariat de Hart avec Tommy Boyce au milieu des années 1960 est devenu légendaire. Ensemble, ils ont composé des chansons qui ont contribué à propulser les Monkees au rang de stars. Last Train to Clarksville, le thème des Monkees, et Valerie n'ont pas seulement vendu des disques, ils sont devenus des hymnes d'une génération capturant l'esprit de l'ère télévisuelle et l'excitation juvénile des années 1960. Leur son a résonné bien au-delà de l'émission, transformant les Monkees en icônes culturelles. Boyce et Hart ont également enregistré leurs propres succès, notamment l'inoubliable I Wonder What She's Doing Tonight, un titre débordant de leur énergie caractéristique et de leur savoir-faire pop. Au-delà de leur duo, les chansons de Hart ont trouvé leur place dans les voix de Chubby Checker, Paul Revere and the Raiders et Little Anthony and the Imperials. Son don pour la mélodie et la narration a touché les artistes et le public. Après la mort de Boyce en 1994, Hart a continué à faire de la musique sans jamais perdre sa passion. Il est devenu un champion des auteurs-compositeurs, veillant à ce que leur voix et leurs droits soient respectés. Son intronisation au Songwriters Hall of Fame a couronné une carrière qui avait déjà enrichi des générations. Pour lui rendre hommage, écrivez Rip Bobby Hart ou partagez celle de ses chansons qui a le plus compté pour vous. Ces mélodies illuminent encore des vies aujourd'hui. Jane Goodall, la primatologue, éthologue et anthropologue pionnière dont les recherches révolutionnaires ont redéfini la vision de l'humanité sur les animaux, est décédée le 1er octobre 2025. Elle avait 91 ans. Le parcours scientifique de Goodall a commencé en 1960 au parc national de Gombe Stream, en Tanzanie. Là, elle a documenté des chimpanzés utilisant des outils, chassant et faisant preuve d'une profondeur émotionnelle que l'on pensait autrefois appartenir uniquement aux humains. Ces découvertes ont renversé des hypothèses de longue date et l'ont placée au centre de la primatologie moderne. En 1977, elle a fondé le Jane Goodall Institute, qui est devenu une pierre angulaire des programmes de conservation et d'éducation. Plus tard, elle a lancé Roots and Shoots, un mouvement de jeunes actifs dans plus de 60 pays, donnant aux jeunes les moyens d'agir pour l'environnement et les communautés humaines. À travers des livres, des conférences et un plaidoyer inlassable, Goodall est devenue une voix mondiale pour la conservation et la sensibilisation au climat. Née à Londres en 1934, Goodall a poursuivi sa fascination d'enfance pour les animaux à l'âge adulte. Elle a obtenu un doctorat en éthologie de l'université de Cambridge malgré l'absence de diplôme de premier cycle, une distinction rare. Malgré la reconnaissance mondiale, elle était connue pour son humilité et son dévouement sans relâche à sa mission. Jane Goodall laisse derrière elle un héritage de science, d'activisme et d'espoir qui continue de façonner la conservation dans le monde entier. Si son travail vous a déjà inspiré, commentez K91, son âge ou écrivez RIP Jane Goodall pour honorer une vie qui a fait le pont entre la science et la compassion. Mark Volman, membre fondateur et chanteur plein d'entrain des Turtles, est décédé le 5 septembre 2025 à l'âge de 78 ans. Né à Los Angeles en 1947, Volman a acquis la célébrité en tant que l'une des voix déterminantes de la musique pop des années 1960. Avec des succès comme It Ain't Me Babe et l'intemporel Happy Together, il a contribué à créer le son ensoleillé, riche en harmonie, qui est devenu synonyme de cette époque. Son énergie contagieuse sur scène et sa voix distinctive ont fait de lui une icône musicale et culturelle, représentant l'optimisme joyeux d'un monde en mutation. Après la dissolution des Turtles en 1970, Volman a poursuivi son parcours aux côtés de Howard Kaylan en tant que duo comique et créatif Flo and Eddie. Ensemble, ils ont rejoint les Mothers of Invention de Frank Zappa et ont apporté leurs harmonies caractéristiques à des artistes tels que T-Rex, Bruce Springsteen et Alice Cooper. Leur polyvalence a fait d'eux des contributeurs durables au rock et à la pop, comblant le fossé entre la satire et la sincérité.
Plus tard dans sa vie, Volman a poursuivi ses études avec la même passion qu'il avait pour la performance, obtenant une maîtrise. Il est devenu un professeur respecté à l'université de Belmont, encadrant la prochaine génération de musiciens et de chefs de file de l'industrie. Il a également continué à faire des tournées avec la série de concerts Happy Together, apportant nostalgie et joie aux fans à travers les décennies. Le rire et la musique de Mark Volman sont restés intemporels. Commentez 78 ou écrivez RIP Mark Volman pour honorer l'homme dont la voix a appris au monde comment être vraiment heureux ensemble. Sonny Curtis, l'auteur-compositeur qui a donné au rock et à la musique country certains de ses hymnes les plus durables, est décédé le 19 septembre 2025 à l'âge de 87 ans. Sa carrière s'est étendue sur plus de 6 décennies, commençant dans les jours incertains qui ont suivi la mort de Buddy Holly, lorsque Curtis a rejoint les Crickets. Ses chansons sont devenues des pierres de touche culturelles. I Fought the Law, l'hymne de la rébellion, a résonné à travers les décennies, du Bobby Fuller 4 au Clash. Et Love is All Around, écrite pour le Mary Tyler Moore Show, est devenu un symbole de joie et d'indépendance pour des millions de téléspectateurs chaque semaine. Né le 9 mai 1938 dans la petite ville de Meadow, au Texas, Curtis a grandi avec les vastes étendues des plaines et une guitare à la main. Il faisait partie de la première génération du rock and roll. Son style se fondait parfaitement avec la country et la pop. Ses mots et ses mélodies ont trouvé leur place dans les voix d'Andy Williams, des Everly Brothers et bien d'autres, prouvant que les grandes chansons ne connaissent pas de frontières. Curtis n'était pas un nom connu du grand public, mais sa musique l'était. Ceux qui le connaissaient parlaient de sa modestie, de son talent et de sa conviction qu'une mélodie pouvait survivre autant. Sonny Curtis laisse derrière lui une œuvre qui continue d'inspirer, une bande sonore à la rébellion, à la résilience et à la joie. Commentez 87, son âge, ou écrivez RIP Sonny Curtis en hommage à l'auteur-compositeur qui a donné au rock'n'roll certaines de ses lignes les plus immortelles. Trax Colton, l'acteur dont la brève carrière au début des années 1960 a laissé une petite mais mémorable marque sur Hollywood, est décédé le 30 août 2025. Il avait 86 ans. Né en 1939, Colton a été promu par MGM à une époque où les studios étaient impatients de présenter de nouveaux visages. Avec sa grande taille et son apparence soignée, il était présenté comme un acteur principal potentiel, apparaissant dans le drame d'aventure The Wild Westerners, 1962, et la comédie familiale Lord of the Flies et Lovers Must Learn, également connu sous le nom de Rome Adventure, 1962. Après son passage à Hollywood, Colton s'est éloigné du métier d'acteur, menant une vie plus tranquille en dehors de l'industrie cinématographique. Bien qu'il ne soit jamais revenu à des rôles importants, son bref passage à l'écran a fait de lui une partie de la période de transition du cinéma américain du début des années 1960, lorsque le système des studios commençait à changer et que de nouveaux visages étaient souvent promus avec de grands espoirs. Né au Texas, Colton portait avec lui l'image du jeune premier rôle classique de son époque, beau, sincère et prêt à saisir les opportunités. En dehors de l'écran, ses amis et collègues se souviennent de lui, puis aussi qui se souviennent de lui pour sa chaleur et sa modestie, des qualités qui l'ont rendu populaire même lorsqu'il a quitté l'industrie. On se souviendra de Trax Colton non pas pour une longue carrière, mais pour la promesse qu'il représentait et pour les performances qui restent capturées sur pellicule. Son nom perdure comme une note de bas de page dans l'histoire d'Hollywood et pour beaucoup, comme un symbole d'une époque où les rêves de célébrités brûlaient de mille feux, même brièvement. Commentez 86, son âge, ou écrivez simplement RIP Trax Colton pour honorer sa vie et les rôles qu'il a incarnés à l'écran. Al Pacino, le feu éternel du cinéma américain, reste l'une des dernières incarnations vivantes de l'art pur et de la vérité émotionnelle. L'immortel Michael Corleone du Parrain, le Tony Montana hanté de Scarface, l'impitoyable Frank Slade du Parfum d'une femme, son nom même évoque le pouls brut de la passion et la poésie de la douleur. Depuis plus de 50 ans, Pacino se tient au sommet de l'art dramatique,
non pas en tant qu'acteur, mais en tant que force de la nature. Sa voix, son regard, son immobilité, ils sont gravés dans l'histoire du cinéma comme des symboles intemporels d'intensité et de complexité humaine. Rares sont ceux qui ont atteint de telles hauteurs et encore moins ceux qui ont porté une telle profondeur. Chaque performance qu'il a donnée est devenue quelque chose de plus grand que le cinéma, un acte de confession, un miroir de notre propre rage, de notre désir et de notre désespoir. Il n'a pas simplement dépeint des personnages, il les a habités, transformant chaque instant en une blessure qui saigne la vérité. Pourtant, derrière le rugissement des applaudissements et l'éclat de l'art se cache une histoire plus discrète, beaucoup plus humaine et fragile. Ces derniers jours, ce silence s'est accentué avec la perte de Diane Keaton, son amie et collaboratrice de longue date, dont le décès a jeté une légère ombre de tristesse sur ces années de crépuscule. Ensemble, ils ont autrefois capturé la magie d'une époque. Des moments de rire, de tension et de tendresse non exprimée qui ont transcendé l'écran. Maintenant, ces souvenirs persistent comme de doux fantômes dans les coins de son esprit, aussi vifs que n'importe quelle scène qu'il ait jamais jouée. Pacino se tient au bord de la réflexion, entouré des échos du monde qu'il a contribué à façonner. Les projecteurs qui brillaient autrefois autour de lui semblent maintenant plus doux, plus distants, remplacés par le bourdonnement de pièces candido silencieuses et le poids du souvenir. L'homme qui portait autrefois des empires sur ses épaules marche maintenant parmi les fantômes, des personnages, des amis, des moments qui ne reviendront jamais. Sa solitude n'est pas un vide mais une endurance, le souffle régulier d'une légende qui a survécu à tout sauf à la vérité de sa propre humanité. Si Al Pacino a déjà suscité quelque chose de profond en vous, laissez ce souvenir brûler comme une bougie. Pour l'acteur, le poète, le survivant qui se tient encore sous les lumières qui s'éteignent. Son histoire n'est pas seulement celle du triomphe, mais aussi celle de la survie. Un homme forgé par la perte, façonné par la douleur et maintenu en vie par l'esprit durable de l'art. Derrière chaque ovation tonitruante se cache la réalité tranquille de ce qu'il a donné et de ce que le temps a emporté. Et dans ce calme, Pacino reste ce qu'il a toujours été, non pas seulement un interprète, mais une âme à jamais prise entre l'ombre et la flamme. Alfredo James Pacino est venu au monde le 25 avril 1940. Né dans une famille sicilienne d'East Harlem dont les espoirs dépassaient leurs moyens, mais jamais leur foi. Lorsque son père est parti avant qu'Al ne soit assez âgé pour comprendre le mot au revoir, une blessure a pris racine. Une blessure que les applaudissements résonneraient monter plus tard, mais ne guériraient jamais. Sa mère, Rose, une femme d'une endurance tranquille, l'a emmené au cœur du South Bronx, où la survie était un art quotidien. Là, dans un monde d'immeubles délabrés et de nuits agitées, elle lui a donné le seul cadeau qu'elle pouvait se permettre, le rêve de s'échapper grâce au cinéma. À l'intérieur de ces salles de cinéma obscures, la lueur de l'écran est devenue une sorte de sanctuaire. Les visages clignotants dans la lumière lui ont enseigné des leçons qu'aucune école n'aurait jamais pu lui apprendre. Comment espérer, comment souffrir, comment continuer à respirer quand le monde se fait trop pressant. Dans ces histoires, le jeune Pacino a trouvé un reflet de sa propre fin. Le besoin d'être vu, de compter, de transformer la souffrance en sens. Il s'est assis parmi des étrangers, mais s'est senti moins seul, le bourdonnement du projecteur offrant une berceuse plus réconfortante que n'importe quelle berceuse de la maison. Le Bronx l'a endurci, façonnant un esprit qui refusait de se plier au désespoir. Chaque rue étroite et chaque couloir résonnant sont devenus une répétition de la résilience. Dans ce creuset de pauvreté et de promesses brisées, un artiste est né, non pas par privilège ou facilité, mais par la nécessité brute de transformer la douleur en but. Le garçon qui se cachait autrefois dans les salles de cinéma grandirait pour les commander, son regard portant le poids de chaque nuit solitaire qu'il ait jamais connue. Les débuts d'Al Pacino n'ont pas été doux, mais ils étaient de vrais. Et dans leur vérité résidait la graine de la légende qu'il allait devenir. À 10 ans, Alfredo James Pacino a rencontré le genre de douleur qui s'imprime dans une vie. Une chute sur une clôture en fer, brusque, soudaine et impitoyable.
a déchiré son enfance comme une blessure qui ne guérirait jamais tout à fait. Il a décrit plus tard cela comme un moment où il a appris à prier non pas pour des miracles, mais pour l'endurance. Le garçon qui avait déjà connu l'absence a maintenant appris le sens de la survie dans sa forme la plus brute. Ce jour-là, sous le ciel pâle du Bronx, quelque chose à l'intérieur de lui s'est endurci, non pas en amertume, mais en résolution. Le genre d'acier silencieux qui retiendrait un jour l'attention du monde en silence. Au fil des ans, le Bronx est devenu à la fois son champ de bataille et sa salle de classe. L'argent était rare, mais le danger était abondant. Les rues étaient animées par le bourdonnement incessant des enfants à la recherche de sensations fortes et évitant le désespoir. Et pourtant, tandis que les autres couraient vers le bruit, le jeune Hal continuait de courir vers la lueur de la lumière à l'intérieur des salles de cinéma. Le faisceau de projection traversant la fumée et la poussière est devenu une sorte de boussole le guidant vers le sens. Dans cette obscurité, il a commencé à sentir que le chagrin pouvait être transformé, que la douleur d'être invisible pouvait un jour devenir une voix qui remplissait des pièces entières. À 13 ans, il était devenu connu parmi ses amis sous le nom de Sonny, un surnom qui brillait de chaleur, mais portait un courant sous-jacent d'avertissement. Il était magnétique, espiègle et infiniment agité. L'énergie à l'intérieur de lui était volcanique mais sans direction. Elle menaçait de le consumer. Le Bronx n'était pas un endroit pour hésiter. Les cigarettes passaient de main en main. Les bouteilles bon marché offraient une échappatoire à la faim et à la peur. Et la tentation attendait toujours sous la forme de rires imprudents sous des lampadaires vacillants. À 15 ans, l'innocence était devenue un concept fragile et la rébellion n'était plus un choix. C'était la survie. Il a flirté avec les bords de la ruine à la poursuite de la brève illusion de contrôle dans un monde qui ne lui en avait jamais beaucoup donné. Il avouera plus tard que sans le jeu d'acteur, il n'aurait peut-être pas réussi à s'en sortir du tout. Pour lui, la performance n'était pas un jeu, c'était un sauvetage. Cela lui donnait une raison de respirer, un endroit pour verser le chaos qui faisait rage à l'intérieur. Sur une scène, la faim, la solitude, la douleur, tout cela devenait de l'art. Le garçon qui avait autrefois supplié le ciel de faire preuve de miséricorde parlait maintenant au monde dans sa propre langue. La vérité du jeu d'acteur offrait ce que le Bronx ne pouvait pas, la rédemption, un but et la faible promesse de devenir quelqu'un de plus que ses circonstances. Mais les rues n'ont jamais vraiment lâché prise. Même lorsqu'il a commencé à se trouver grâce à la performance, l'attrait de la rébellion a continué d'assombrir ses pas. Les nuits étaient longues, les tentations constantes, et son surnom, Sonny, est devenu moins un nom qu'une prophétie. Un symbole d'un esprit trop sauvage pour être contenu. Entre 16 et 17 ans, le fragile enfant de la perte s'est transformé en un jeune homme défiant, oscillant entre le génie et la destruction. Ce n'était pas un passage à l'âge adulte en douceur, mais une tempête qui a mis à l'épreuve chaque partie de lui, et de cette tempête a émergé un jeune Patino, marqué, cherchant, mais intact. Les clôtures en fer de sa jeunesse sont devenues des métaphores qu'il a portées dans chaque rôle. La lutte entre la survie et l'abandon, la lumière et l'ombre, la culpabilité et la grâce. Le Bronx avait essayé de le revendiquer, mais il l'avait aussi sculpté. Il lui a donné le feu qui illuminerait un jour l'écran et la douleur qui le rendrait inoubliable. À 17 ans, après d'amères querelles avec sa mère dévouée, il a quitté le lycée et s'est lancé dans une liberté aussi froide qu'enivrante. Échangeant les salles de classe contre les coins de rue, échangeant la sécurité contre des nuits qui se terminaient sans direction. Ce n'était pas du glamour, mais un vide dangereux. Et le Bronx avait une façon cruelle de punir les garçons perdus. 3 de ses amis les plus proches, les compagnons de son rire et de ses méfaits, sont chacun tombés sous l'emprise de la dépendance. Leurs vies se sont éteintes avant d'avoir vraiment commencé. Les funérailles de la jeunesse sont parmi les plus impitoyables. Et Pacino a porté les ombres de ses pertes comme des cicatrices, invisibles mais indélébiles, un rappel que son chemin aurait pu être le même si le hasard ou le destin l'avait poussé à peine différemment. Des années plus tard, il reviendrait sur cette période et admettrait avec une honnêteté brute la drogue, l'alcool et tout ce qui m'entourait. Je serais probablement mort si je n'avais pas trouvé le jeu d'acteur.
Cette confession n'était pas une vantardise, mais une vérité de survie, un témoignage que le jeu d'acteur n'était pas un passe-temps, mais un salut. Il est devenu le seul fil qui l'empêchait de rejoindre ses amis dans le silence. Pourtant, au cours de ces années tumultueuses, cette bouée de sauvetage était encore fragile, facilement sectionnée, et la tentation de l'oubli se pressait de près de tous côtés, chuchotant que l'évasion était plus facile que l'endurance. Le jeune Patino n'était pas encore une légende, mais un garçon au bord du gouffre, une figure d'énergie brute et de fin dangereuse qui aurait pu être perdue comme tant d'autres de sa génération. Ce qui rend ce chapitre tragique, ce n'est pas seulement les amis qu'il a enterrés, mais l'image claire de la façon dont il a failli les rejoindre. Combien la marge était mince entre l'obscurité et l'immortalité, et c'est ici que les graines de son futur génie ont pris racine. Pour chaque nuit imprudente, chaque combat avec l'autorité, chaque cigarette fumée par défi, une authenticité s'est gravée en lui qu'aucune école de théâtre ne pourrait enseigner. Une authenticité qui rendrait plus tard le silence de Michael Corleone plus terrifiant que le cri d'un autre homme. Les rues lui ont donné des blessures, mais elles lui ont aussi donné des vérités. Et le paradoxe de ces années est que les dangers mêmes qui ont failli le détruire deviendraient l'arsenal émotionnel à partir duquel ses plus grandes performances ont été tirées. Imaginer Al Pacino uniquement comme l'acteur doré, c'est passer à côté du garçon qui a failli passer à travers les mailles du filet. Le garçon qui a appris de la perte que la survie n'est jamais garantie. Le garçon qui a transformé la rébellion en art et qui a porté dans chaque rôle la connaissance tacite que derrière les applaudissements attend toujours le silence des funérailles trop tôt et des rêves trop facilement brisés. Il avait déjà traversé le feu d'une jeunesse turbulente. Mais la survie seule n'a jamais suffi. Ce qui a permis à Al Pacino de continuer à respirer, c'est un rêve qui semblait impossible pour un garçon pauvre du South Bronx. Ce rêve était le jeu d'acteur. Et pour le poursuivre, il était prêt à payer n'importe quel prix. Au début de la vingtaine, il payait déjà ce prix avec son corps et son esprit. Ses premières années ont été impitoyables. Le jour, il grattait des pièces de monnaie comme serveur, messager postal, nettoyant même les sols comme concierge. La nuit, il poursuivait le fragile espoir de devenir acteur. De nombreuses soirées se sont terminées non pas dans le confort d'un lit, mais dans l'immobilité dure d'une salle de cinéma où il se recroquevillait sur une chaise jusqu'à ce que les lumières s'allument. Parfois, les rues elles-mêmes étaient de son abri, le béton plus froid que ses espoirs, mais toujours moins cruel que l'abandon. Pourtant, lorsque l'aube arrivait, il se levait avec la même détermination, entrant dans le studio HB pour étudier sous la direction de Charles Hilton, où pour la première fois on lui a dit que son émotion brute pouvait être transformée en quelque chose de significatif. Plus tard, au studio de l'acteur sous la direction du légendaire Lee Strasberg, Pacino s'est plongé dans la méthode, c'était plus qu'une formation. C'était une bouée de sauvetage. La promesse que la douleur pouvait être transformée en performance, que la solitude pouvait être alchimisée en art. En réfléchissant à ces années, Pacino dirait « Sans le jeu d'acteur, je n'aurais peut-être pas survécu du tout ». Une confession qui révèle à quel point la distance était étroite entre disparaître et devenir. Il se souvient également d'eux comme de nuits de faim suivies de matins d'espoir. Un rythme qui a endurci son esprit tout en affinant son art. L'image d'un jeune homme de 22 ans dormant dans un théâtre obscurci seulement pour se tenir debout quelques heures plus tard, en récitant un monologue, capture l'essence de ces années, le dévouement de quelqu'un qui n'avait rien mais refusait de lâcher prise de la seule chose qui comptait. Ses amis se souvenaient de sa discipline implacable, de la façon dont il disparaissait dans les répétitions avec une intensité qui les effrayait, comme s'il savait que sans cet art, il ne durerait pas. Ce furent des années de rejet, d'auditions qui se terminaient par des portes fermées, mais chaque nom ne le poussait qu'à approfondir ses études, à s'enfoncer davantage dans l'obsession de devenir un acteur qui comptait. Puis, comme un éclair frappant un champ aride, est venue la percée. En 1968, à seulement 28 ans, Pacino est monté sur la scène off-Broadway dans Indian Wants the Bronx, une pièce qui aurait pu disparaître comme tant d'autres. Mais sa performance était incendiaire, les critiques étaient dithyrambiques, le public chuchotait son nom, et bientôt, il a tenu entre ses mains le prix Obie, preuve que le garçon du Bronx avait enfin été vu.
C'était plus qu'une reconnaissance, c'était une validation, un signal que toutes ces nuits de faim et d'épuisement n'avaient pas été vaines et que le destin attendait dans les coulisses. Lors de cette pièce, Pacino a rencontré Martin Bregman, le manager qui allait devenir l'architecte de sa carrière. Bregman a vu non pas seulement un jeune acteur, mais une force de la nature, brute, non polie et brûlant de potentiel. Leur partenariat allait finalement le mener au parrain. Mais avant même que ce destin ne se réalise, Pacino avait déjà commencé à s'élever. En 1969, à 29 ans, il est monté sur Broadway avec Doss et Tiger Ware à Necktie. Et une fois de plus, la scène a éclaté avec la reconnaissance. Cette fois, le prix était un Tony Award, le sommet pour un acteur de théâtre. Et cela a marqué le moment où le garçon qui dormait autrefois dans les théâtres se tenait sous leurs lumières les plus vives. Pour Pacino, c'était la première fois qu'il pouvait croire que le rêve était réel. Il n'avait été personne, un visage anonyme dans la foule. Et maintenant, il était un nom prononcé avec révérence dans tout le quartier des théâtres de New York. Ce n'étaient pas encore les années d'or du cinéma, pas encore l'immortel Michael Corleone ou le Tony Montana hanté, mais c'était le terrain d'entraînement, le creuset où une légende a été forgée. Chaque rejet, chaque nuit sur un banc froid, chaque quart de travail épuisant à nettoyer les sols avait mené à ce moment où le monde a finalement commencé à voir ce qu'il portait à l'intérieur. Du Bronx à Broadway, Pacino avait transformé la survie en triomphe. Et les échos de ses premières luttes ne le quitteraient jamais. Il vivrait dans ses silences, dans ses soudaines explosions de feu sur scène, dans l'authenticité qui a fait croire au public chaque mot. Ce chapitre de sa vie est un rappel que la grandeur n'est pas transmise, mais sculptée dans la faim, le rejet et une foi inébranlable. Pour Al Pacino, les années de difficulté n'étaient pas la fin de l'histoire, mais le début, le prélude à une carrière qui graverait son nom à jamais dans les annales du jeu d'acteur. La transformation de Pacino, d'un étranger affamé à un titan du cinéma, a été forgée dans le creuset du Parrain. Le studio doutait de lui, le qualifiant de trop petit, trop peu expérimenté, trop sombre pour Michael Corleone. Seul Francis Ford Coppola lui-même, s'accrochant à son poste, a refusé de le laisser partir. Pacino se souviendrait plus tard de ces jours, comme si chaque silence qu'il gardait pouvait être son dernier. « J'avais l'impression qu'un faux pas et je disparaîtrais », a-t-il dit. Pour faire taire les sceptiques, Coppola a parié sur la scène de l'assassinat au restaurant, la déplaçant tôt dans le calendrier pour que Pacino puisse faire ses preuves. Et il a fait ses preuves. Son silence a tonné plus fort que le dialogue, ses yeux se sont figés dans l'inévitabilité. Lorsque les coups de feu ont claqué, Hollywood elle-même a cessé de respirer. Une légende est née à cet instant, mais non sans cicatrice. Un tendon déchiré l'a laissé boitant avec des béquilles, ne continuant à bouger que grâce à des injections. La saison des récompenses a transformé le triomphe en amertume. Nommé pour le second rôle plutôt que pour le rôle principal, il a boycotté les Oscars. Le monde a vu un couronnement. Pacino n'a ressenti que la survie. Centimètre par centimètre, fierté par douleur, défi par nécessité, mais le feu ne faisait que commencer. Un an plus tard, il est entré dans Serpico, l'histoire d'un flic qui a défié un système de pourriture. Pour Pacino, ce n'était pas seulement jouer la comédie, mais endurer. Il a avoué plus tard que le rôle l'avait laissé épuisé, hanté par cette solitude, comme si la solitude de Serpico avait fusionné avec la sienne. Le public a applaudi l'intégrité. Pacino s'est éloigné chancelant, portant le poids d'un homme qui a osé se tenir seul. Une fois de plus, le triomphe avait été sculpté dans le tourment. Et puis est venu Scarface. Une décennie plus tard, Pacino s'est abandonné à Tony Montana, une créature de rage volcanique et de faim fragile. Cela m'a fait peur de voir combien de moi-même j'ai trouvé en lui, a-t-il admis. Les critiques ont ricané, qualifiant le film de vulgaire, excessif, une honte. Pourtant, derrière la ridicule se cachait d'une autre cicatrice. Lors d'une scène, un accident d'accessoire lui a gravement brûlé la main, laissant des marques qui ont persisté longtemps après. Pendant des années, le film a été moqué, Pacino blessé en silence. Mais le temps a inversé le verdict. Scarface est devenu un hymne, ses lignes et ses images gravées dans des générations.
Le monde a finalement vénéré ce qui avait été autrefois vilipendé. Pacino, cependant, connaissait le prix. L'immortalité avait été achetée avec de la douleur, avec du ridicule, avec des cicatrices qui ne s'effaçaient jamais. Puis, en 1982, est venu le rôle qui l'a couronné. Le lieutenant-colonel Frank Slade dans Le parfum d'une femme, aveugle, furieux, tendre, brisé, Pacino s'est donné complètement. Pour jouer la cécité avec vérité, il a choisi de la vivre, naviguant sur les plateaux sans vue. Je voulais connaître le monde comme il le connaissait, a-t-il dit plus tard. La performance a tonné d'authenticité et lui a finalement valu l'Oscar qui l'avait fui pendant des décennies. Tenir la statue dorée semblait être le destin accompli. Pourtant, une fois de plus, la victoire a porté le paradoxe. Pour le monde, c'était un triomphe. Pour Pacino, c'était une épreuve. Des jours vécus dans l'ombre, le corps douloureux, l'âme usée pour que les autres puissent croire ou puissent croire. Au milieu des années 1990, après avoir gravé son nom dans le cinéma, Pacino s'est tourné vers l'héritage. En 1996, il a dévoilé Looking for Richard, une ode passionnée à Shakespeare. En partie documentaire, en partie confession, en partie performance. Ce n'était pas un spectacle, mais un témoignage que l'art était toujours vivant si quelqu'un osait se battre pour lui. 4 ans plus tard est venu Chinese Coffee, choisi non pas pour la gloire, mais pour la vérité. Et cette même année, il a accepté le rôle de coprésident de l'Actors Studio, le sanctuaire qui l'avait autrefois sauvé en tant que garçon perdu du Bronx. Assumer ce rôle était plus qu'un honneur. C'était le cercle achevé. Le garçon qui dormait autrefois dans des théâtres obscurs était devenu le gardien de la flamme, veillant à ce qu'aucun jeune rêveur ne se sente aussi seul qu'il l'avait été autrefois. Les étudiants se souviennent de lui non pas comme d'une star distante, mais comme d'un mentor qui a versé la même honnêteté brute dans l'enseignement qu'il en avait versé dans ses rôles. Il leur rappelait constamment: jouer la comédie, c'est vivre avec vérité dans des circonstances imaginaires. Il avait vécu ce credo et maintenant il le transmettait. Cicatrices et tout, du parrain au parfum d'une femme, du rejet aux ovations, des blessures à la sagesse. Le parcours de Pacino n'a jamais été doux. Il était fracture et feu, survie et transformation. Le regarder, ce n'était jamais voir de prétention, c'était être témoin d'un homme portant ses blessures dans la lumière, transformant les cicatrices en performance, et même après avoir conquis le monde, choisissant de garder la flamme pour que les autres puissent trouver leur chemin. Au moment même où Al Pacino semblait intouchable, où son nom était gravé dans les Oscars, où sa voix et sa présence étaient devenues partie intégrante du langage du cinéma, la vie a porté un coup plus cruel que n'importe quel scénario ne pouvait l'imaginer. À la fin des années 1990, alors qu'il approchait de la soixantaine, Pacino aurait dû se reposer sur la sécurité de décennies de travail. Il avait enduré la faim, le rejet, la solitude. Il avait survécu aux défis d'Hollywood et s'était élevé à ses plus hauts honneurs. Pourtant, avec une seule trahison, le trésor de près de 50 millions de dollars, des décennies d'épargne patiente, d'investissement prudent, le travail de toute une vie s'est évaporé. Ce n'étaient pas des dépenses imprudentes qui l'ont condamné, il n'était pas le stéréotype de la star brûlant des fortunes en extravagance. Non, cette perte est venue des mains de ceux en qui il avait confiance, des conseillers qui promettaient la sécurité mais offraient la ruine. La découverte a été comme un tapis arraché sous ses pieds. Il a décrit plus tard l'expérience comme un tourbillon de folie et ses mots contenaient à peine le chaos. Bataille juridique, effondrement de la confiance, la honte de voir les gros titres réduire ses années de travail à un nombre soudainement disparu. Pour Pacino, qui avait autrefois dormi dans des théâtres obscurs lorsqu'il était enfant, la perte de fortune a frappé plus profondément que les chiffres. Il avait l'impression que l'histoire se moquait de lui. La pauvreté le poursuivant dans sa vieillesse, lui rappelant qu'aucun piédestal n'est sûr. Être près de 60 ans, être monté des gouttières du Bronx aux Oscars, puis voir sa sécurité disparaître, n'était pas seulement une dévastation financière, mais spirituelle. Je devais survivre, a-t-il admis plus tard. Et survivre signifie parfois faire des compromis. Les compromis ont coupé profondément.
Alors qu'il choisissait autrefois des scénarios avec le luxe du dévouement, il acceptait maintenant parfois des projets non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'il payait. Il y avait des films dont les critiques se demandaient pourquoi il les avait touchés du tout. Des rôles qui semblaient indignes de la légende de Michael Corleone ou Tony Montana. Pour le public, c'était déroutant. Pour Pacino, c'était une nécessité. Il ne courait pas après la grandeur, mais après les factures d'électricité, pas après l'immortalité artistique, mais après l'arithmétique brutale de la survie. Penser qu'un homme qui avait autrefois boycotté les Oscars par fierté se soit maintenant incliné devant des rôles de peu de conséquences uniquement pour rester à flot. C'est ici que l'histoire tranche au cœur. Pourtant, même ici, un paradoxe a émergé. Des amis se souviennent que, quelle que soit la petitesse du rôle, Pacino arrivait aux répétitions avec la même férocité qu'il avait portée dans Le Parrain. Il ne pouvait pas s'empêcher de chercher la vérité, même lorsque le matériel ne lui donnait presque rien. « L'argent peut être pris », a-t-il dit un jour à un confident, « mais le travail, ce que j'ai qu'admis dans le travail, personne ne peut le voler. » C'était sa façon de refuser la défaite, de se prouver que si la fortune l'avait trahi, le talent ne le ferait jamais. Ces années ont été plus calmes dans la mémoire publique parce que Pacino a rarement étalé les détails. L'ampleur totale de la perte a été chuchotée, atténuée dans la presse, mais des initiés le décrivent comme un homme marchand blessé, arpentant les nuits tardives, calculant les dettes, tout en entrant sur le plateau comme si de rien n'était. La résilience qu'il avait portée à travers la fin de l'enfance le portait maintenant à nouveau, même lorsque l'humiliation se pressait comme une ombre dans son dos. L'image la plus obsédante n'est pas les 50 millions elles-mêmes, mais la contradiction qu'elles représentent. Un homme qui a autrefois tenu la statue dorée de l'industrie dans sa main, réduit à vendre de la force juste pour garder l'équilibre. C'était comme regarder un général cicatrisé par des batailles gagnées, forcé de se battre dans des escarmouches en dessous de lui simplement pour gagner du temps. Et pourtant, cette même endurance est devenue sa propre forme de noblesse. En regardant en arrière, Pacino a appelé cela de la folie, mais a également admis que cela l'avait endurci. Cela lui a appris que les applaudissements sont fugaces, l'argent fragile, et que ce qui perdure, c'est la capacité de se relever après l'effondrement. Du South Bronx aux salles de réunion d'Hollywood, la survie avait toujours été son thème. Ce n'était tout simplement qu'un autre acte dans la même histoire, une histoire non pas de confort, mais de cicatrices portées vers l'avant. Pour les fans, la leçon est brutale mais émouvante. Même les légendes saignent, même les icônes trébuchent. Et même les plus vénérés doivent parfois s'incliner devant la nécessité. La chute de Pacino n'était pas la fin, mais un autre creuset. Un creuset qui a dépouillé les illusions et n'a laissé derrière lui que la résilience d'un homme qui avait trop survécu pour s'arrêter. Maintenant, si perdre 50 millions a été une tempête publique, il y avait une autre sorte de perte qui s'étendait sur des décennies. Plus silencieuse, mais beaucoup plus perçante. L'incapacité de jamais construire un foyer à lui, l'argent pouvait être regagné. Le temps, l'amour et la compagnie ne le pouvaient pas. Et aucune histoire n'incarne cette blessure plus que Diane Keaton, la femme qui se tenait au cœur des années les plus lumineuses de Pacino. Et pourtant, lui a glissé entre les doigts parce qu'il n'a jamais pu dire le seul mot qu'elle aspirait à entendre. Oui, ils se sont rencontrés au début des années 1970 lorsque Al Pacino avait à peine plus de 30 ans et Diane Keaton encore au milieu de la vingtaine. Deux jeunes acteurs au seuil de la grandeur, inconscients que leurs vies allaient être scellées dans la légende. Sur le plateau du Parrain, elle est devenue Kay Adams, la femme de Michael Corleone, la femme qui a essayé de s'accrocher à un homme dérivant déjà dans l'ombre. Hors écran, la vie imitait l'art avec une précision cruelle. Keaton a avoué plus tard qu'elle est tombée amoureuse de lui instantanément. Les yeux sombres et agités, l'aura de danger enroulée autour de la fragilité. Pour Pacino, elle était lumière, irrévérence, drôle, l'ancrant, lorsque la gloire menaçait de le consumer. Ce qui a commencé comme une attirance s'est approfondi en quelque chose de rare. Une romance qui a refusé de disparaître. Pendant des décennies, ils se sont tournés l'un vers l'autre, se séparant, seulement pour retrouver leur chemin ensemble. Pourtant, la même blessure s'est rouverte à chaque fois. Diane voulait la permanence. Pacino ne pouvait pas la lui donner.
Je voulais une famille, je voulais une vie ensemble, et il ne pouvait pas le faire, a-t-elle admis plus tard. Ses mots étaient dépouillés d'amertume, mais lourds d'épuisement. Elle a attendu, elle a demandé, elle a supplié. Il a reculé. Pacino, lorsqu'on l'a pressé, a admis que le mariage le terrifiait. Peut-être étaient-ce les échos de son enfance, le départ de son père, sa mère laissée à lutter seule, qui ont gravé en lui une crainte des cages. Il s'était battu trop dur pour la liberté, pour laisser les murs se refermer à nouveau. Même les murs construits d'amour, l'impasse l'a coupé jusqu'à l'ose. Elle est partie, non pas parce qu'elle avait cessé de l'aimer, mais parce que l'amour sans promesse était devenu insupportable. Pourtant, s'en aller ne signifiait pas oublier. Dans ses mémoires, Keaton a admis qu'elle n'a jamais vraiment cessé d'aimer Pacino. Même des décennies plus tard, dans les interviews, son nom adoucissait sa voix et révélait une douleur que le temps n'avait pas touchée. Elle a un jour à moitié plaisanté « Je l'ai supplié de m'épouser ». Mais derrière l'humour se cachait une vérité brute. Elle n'avait pas voulu l'icône, le gangster, la légende, seulement Al. Et Pacino, son regret était plus silencieux, mais il ne l'a jamais quitté. Des amis se sont souvenus de la tendresse avec laquelle il parlait de Keaton longtemps après que la passion se soit estompée. Elle l'avait vu comme personne d'autre ne l'avait fait, comme le garçon effrayé d'être abandonné, l'homme qui craignait de blesser les autres en étant incapable de rester. Plus tard, lorsque Pacino est devenu père dans sa cinquantaine et même dans sa quatre-vingtaine, le contraste était douloureux, on lui avait donné des enfants, mais il avait perdu la seule femme qui souhaitait le plus partager ce rôle de partenaire et de mère avec lui. La tragédie s'approfondit dans sa symétrie. Aucun d'eux ne s'est jamais marié. Diane Keaton reste également célibataire, adoptant finalement des enfants seuls. Dans une autre vie, ces enfants auraient pu être les leurs ensemble. Une famille née de leur amour. Au lieu de cela, ils ont vécu des vies parallèles. Deux figures solitaires qui ont autrefois eu la chance de construire un foyer ensemble et l'ont laissé s'échapper. Leur histoire d'amour perdure non pas à cause de la trahison ou du scandale, mais à cause du silence de presque. Presque mariés, presque construit une famille, presque transformé le courage en permanence. Si 50 millions pouvaient disparaître et être regagnés, Diane Keaton ne pouvait pas être récupérée. Cette porte s'est fermée pour toujours, et la perte n'était pas financière mais existentielle. Dans les applaudissements sans fin de sa carrière, Pacino a porté un vide qu'aucun prix ne pouvait combler. La conscience qu'il avait laissé l'amour le plus vrai de sa vie s'éloigner et que tous les deux avaient envie payer le prix de la solitude. C'est pourquoi leur histoire coupe encore si profondément. Pourquoi elle s'attarde au bord de la légende de Pacino? Parce qu'elle nous rappelle que même le plus grand acteur ne peut pas réécrire le scénario qui compte le plus. Il pouvait jouer des rois et des tueurs, des prophètes et des démons, mais il ne pouvait pas dire oui à la femme qui ne demandait que lui. Et dans ce silence, dans ce refus d'un simple mot, Al Pacino a porté la perte la plus poignante de toutes. Si Diane Keaton était le grand amour que Pacino ne pouvait jamais retenir, les années qui ont suivi ont prouvé que son histoire n'était pas une exception, mais un schéma obsédant. Sa vie n'a jamais été vide d'amour. Au contraire, il était entouré de femmes lumineuses qui voyaient à la fois la légende et le garçon vulnérable en dessous, mais ce qui est resté constant, c'est son incapacité à transformer l'amour en permanence. Encore et encore, Al Pacino a vécu la douleur de presque. Après Keaton, le plus près qu'il ait jamais été du mariage était avec l'actrice Kathleen Quinlan dans les années 1980. Pacino était au milieu de la quarantaine, plus l'étranger se battant pour une chance, mais une icône avec le pouvoir de construire une vie de stabilité. Des amis se souviennent qu'il parlait de mariage plus ouvertement que jamais, et pendant un bref instant, il a semblé que Quinlan pourrait être celle qui l'ancrerait. Elle était stable, dévouée, une femme qui n'offrait pas de drame, mais la promesse d'un bonheur ordinaire. Et pourtant, lorsque le moment approchait, la même terreur se levait en lui, l'ancien souvenir de l'absence de son père, des luttes de sa mère et la peur des murs qui se refermeraient à jamais. Ce que Quinlan a offert, c'était la sécurité. Ce que Pacino a rendu, c'était le silence. Le mariage proche s'est dissous et elle s'est éclipsée. Une autre victime de son hésitation tout au long de sa vie. À la fin des années 1980, l'amour est revenu sous une autre forme avec Jan Taran,
un coach d'acteur dont la chaleur a apporté une autre sorte d'intimité. De cette relation est venu un événement qui a changé sa vie, la naissance de son premier enfant, Julie-Marie, en 1989. Pacino avait 49 ans. Pour la première fois, l'homme qui avait passé sa jeunesse à dériver entre des théâtres obscurs et à fuir l'engagement a été forcé de faire face au poids de la paternité. Cela aurait dû être un moment d'achèvement, mais au lieu de cela, il a été marqué par la fracture. Pacino et Taran n'ont jamais construit de foyer ensemble et Julie a grandi aimée mais pas au sein d'une famille unie. Pacino adorait sa fille, parlant souvent de la joie qu'elle lui apportait. Mais l'ombre est restée. Il était devenu père sans jamais devenir mari. Il portait la responsabilité dans une main et la solitude dans l'autre. Les années 1990 ont apporté peut-être son partenariat le plus public et le plus durable avec Beverly D'Angelo, une actrice qui est restée à ses côtés pendant des années de turbulences. Ensemble, ils ont semblé pendant un certain temps s'offrir mutuellement ce que ni l'un ni l'autre n'avaient trouvé ailleurs. Continuité, domesticité, quelque chose approchant la permanence. En 2001, lorsque Pacino avait 61 ans, ils ont accueilli des jumeaux, Olivia et Anton. Pendant une saison brève et éblouissante, il a semblé que le destin l'avait enfin coincé dans la vie domestique à laquelle il avait résisté si longtemps. Des photographies de Pacino berçant les jumeaux avec Beverly souriant à ses côtés peignaient l'image d'une famille enfin entière. Mais en 2003, le partenariat s'était défait. Pourtant, contrairement au silence qui avait marqué tant de fins auparavant, celle-ci a évolué vers quelque chose de nouveau. Lui et Beverly sont restés liés par la parentalité, partenaires dans l'éducation des jumeaux, même si leur amour s'est dissous. Ce n'était pas le mariage dont elle aurait pu rêver autrefois, mais c'était un compromis forgé par le dévouement. Pour Pacino, c'était encore un autre paradoxe, incapable de maintenir la permanence dans l'amour, mais incapable d'échapper à la permanence d'être père. Et puis, des décennies plus tard, longtemps après que la plupart des hommes de son âge se soient retirés dans une solitude tranquille, la vie privée de Pacino a de nouveau étonné le monde. Au début des années 2000 et 2020, Al Pacino était lié à Noor Al-Fallah, une femme de 53 ans, sa cadette. Les tabloïds ont bavardé, certains se sont moqués, mais ce qui a stupéfié tout le monde, c'est ce qui a suivi. En 2023, à l'âge inimaginable de 83 ans, Pacino est redevenu père. Son fils Roman est né cette année-là. Bien que la joie ait été assombrie par des complications, des rumeurs de tests de paternité ont circulé. La relation a vacillé et bientôt Pacino et Noor se sont séparés. Pourtant, même ainsi, ils ont choisi la coparentalité, liés par l'enfant qu'il n'avait jamais prévu d'élever au crépuscule de sa vie. L'ironie était presque cruelle. Il avait passé sa jeunesse à fuir la permanence. Pourtant, la permanence l'avait trouvé sous la seule forme qui ne pouvait être niée, le lien éternel des enfants qui porterait son nom longtemps après son départ. Prises ensemble, ces histoires forment non pas une séquence de scandales, mais une tragédie shakespearienne d'absence. Pacino a aimé profondément et des femmes de génie l'ont aimé en retour. Mais chaque amour s'est terminé par une retraite, une fracture, un silence. Il ne s'est jamais marié, pas une seule fois. Et tandis que le monde spéculait sans fin, la vérité était peut-être plus simple et plus triste, le garçon qui avait grandi en regardant l'amour de ses parents s'effondrer n'a jamais tout à fait pu croire à un pour toujours pour lui-même. Et pourtant, le destin a refusé de le laisser échapper à la famille. À travers John, à travers Beverly, à travers Noor, la paternité l'a poursuivi dans sa quarantaine, sa soixantaine, même sa quatre-vingtaine, toujours plus tard que prévu, toujours compliqué, toujours assombri par la solitude. Il avait fui le mariage, mais il ne pouvait pas fuir la permanence des enfants. Il a évité la cage seulement pour être lié par des chaînes d'amour plus fortes que la peur. Pour le public, ce paradoxe coupe le plus profondément de tous. À l'écran, Pacino a incarné des dieux et des gangsters, des hommes qui ont fait des choix impossibles. Hors écran, il n'a jamais pu faire le plus simple, dire oui à la permanence. Au lieu de cela, il est tombé dans la paternité encore et encore, plus âgé à chaque fois, portant plus de cicatrices, plus loin de la famille qu'il aurait pu construire autrefois.
En fin de compte, la vie privée de Pacino révèle non pas un scandale, mais un désir inassouvi. C'était un homme qui fuyait le mariage, mais qui a reçu des enfants, un homme qui cherchait la liberté, mais était lié par la responsabilité, un homme qui craignait la permanence, mais a découvert douloureusement que certains liens ne peuvent pas être brisés, et peut-être que c'est sa vérité la plus humaine, que même une légende peut être défaite non pas par un échec à l'écran, mais par les silences et les absences en fait de la vie qu'il n'a jamais tout à fait pu construire. Et ainsi, alors que les années le portaient dans sa quatre-vingtaine, Pacino se tenait comme un homme divisé en deux. D'un côté, le père improbable d'un nouveau-né, preuve que la vie pouvait encore commencer même au crépuscule. De l'autre, une figure solitaire qui n'avait jamais construit le foyer, que tant de gens l'avaient autrefois supplié de créer. C'était comme si le destin lui avait remis à la fois un berceau et une chaise vide. Pourtant, juste au moment où il semblait que son histoire dériverait tranquillement vers le déclin en douceur de l'âge, un autre chapitre a éclaté. Cette fois, pas dans l'amour ou l'argent, mais dans le plus fragile de tous les champs de bataille, le corps lui-même. En 2020, le cœur de Pacino s'est arrêté. Pendant un moment, le silence a submergé le rythme qui l'avait porté à travers des décennies de tempêtes. Il s'est effondré dans cette immobilité si complète qu'elle semblait finale. Pas de pouls, pas de respiration. Il se souviendrait plus tard d'une sensation de temps se dissolvant, de glissement dans un vide qui n'était ni rêve ni cauchemar, mais le néant lui-même. Des médecins et des infirmières se sont précipités, leurs voix aiguës contre le vide, des instruments claquants, des défibrillateurs se chargeant avec un son qui a fendu le silence comme le tonnerre. Pour l'homme qui avait vécu toute sa vie à commander le regard de millions de personnes, son seul public était maintenant une poignée d'étrangers se battant pour le maintenir attaché à l'existence. Et puis, contre l'immobilité, sa poitrine s'est soulevée. Le cœur qui avait survécu aux cigarettes, aux tracts, aux chagrins d'amour, aux trahisons et à la tension implacable d'incarner les démons d'autres hommes a bégayé une fois puis a rugi en rythme. Un battement, puis un autre. Les moniteurs ont grimpé en pic vert. La vie fragile mais indéniable est revenue. Al Pacino avait franchi le seuil et était revenu. La plupart des hommes confrontés à un tel effondrement parlent de vision, de lumière, au bout de tunnels, de visages perdus depuis longtemps les accueillant, d'une certaine révélation de l'éternité. Pacino n'a parlé de rien de tout cela. Au lieu de cela, avec une franchise qui a surpris même ses amis les plus proches, il a déclaré que l'expérience avait confirmé ce qu'il avait toujours cru. Il n'y a pas de rappel au-delà de cette seule scène. Pas de vie après cela, a-t-il dit catégoriquement, sa voix portant la même certitude inflexible avec laquelle Michael Corleone prononçait autrefois une condamnation à mort. Pourtant, bien que sa philosophie n'ait pas changé, quelque chose en lui a été indéniablement modifié. Il dirait plus tard qu'ouvrir les yeux dans cette chambre d'hôpital fluorescente lui a donné l'impression de revenir à un rôle dont je n'étais pas sûr de vouloir continuer à jouer. L'imagerie de cette nuit a persisté avec lui comme une cicatrice qu'il portait invisiblement. L'immobilité de son propre corps, autrefois électrique de la rage volcanique de Tony Montana, gisant inerte comme une pierre, le silence rompu seulement par la charge d'une machine et les voix désespérées d'étrangers. Il avait joué d'innombrables scènes de mort, mais ce n'était pas une performance. C'était la répétition dépouillée, la vérité de la mortalité touchant sa peau. Ceux qui étaient de proches membres de lui ont senti l'ombre qu'elle a laissée. Il n'est pas devenu plus craintif ni soudainement prudent avec sa vie. Mais il y avait une nouvelle pause en lui, une tranquillité tremblante qui est arrivée à la suite. Des amis se souviennent de lui tenant son plus jeune fils Roman plus longtemps qu'avant, presque distraitement, comme s'il écoutait l'écho de son propre pouls dans la petite poitrine de l'enfant. Il se levait toujours pour travailler, arpentait toujours les salles de répétition, disparaissait toujours dans les rôles, mais chaque ligne portait maintenant la conscience de la fragilité d'un cœur qui avait autrefois osé s'arrêter. Pour le public, l'épisode a été un bref titre bientôt enterré sous des potins plus brillants d'Hollywood, mais pour ceux qui regardent de plus près, c'est peut-être l'image la plus obsédante de sa légende. Al Pacino, qui avait survécu au rejet, au ridicule, à la fortune perdue et à l'amour gaspillé, a été mis à nu sur un lit d'hôpital, réduit non pas à un mythe ou à un maître, mais à une chair qui pouvait cesser. La tragédie n'est pas qu'il ait failli mourir, mais qu'il soit revenu à une vie encore marquée par la solitude,
encore hanté par des absences qu'aucune résurrection ne pouvait défaire. Et c'est peut-être pourquoi ce chapitre transperce plus profondément que n'importe quel rôle qu'il ait joué. Parce qu'il nous rappelle que derrière chaque performance immortelle se cache un homme mortel. Pacino pouvait conquérir les écrans, pouvait survivre à des décennies, pouvait même arracher la vie au silence. Mais rien ne pouvait défaire la vérité révélée à ce moment-là, que même les légendes saignent dans le néant et que chaque battement de cœur une fois disparu ne reviendra peut-être jamais. Après cette nuit de 2020, lorsque son cœur s'est tu et que des machines l'ont ramené en rythme, Al Pacino est revenu non pas comme un prophète renaissant, mais comme le même homme qu'il avait toujours été, agité, blessé et défiant la vie. Il a parlé plus tard avec l'honnêteté brutale qui l'avait longtemps définie. Il n'y avait pas de vision, pas de tunnel rayonnant, pas de murmure du ciel, pas de vie après cela, a-t-il dit doucement. Seulement les heures qui nous sont données, fragiles et évanescentes. La mort pour lui n'était pas une révélation mais un rappel. Ce n'était pas une fin mais un seuil qui l'a conduit au crépuscule de sa vie où la légende doit enfin s'incliner devant la mortalité. Maintenant, en 2025, Al Pacino a 45 ans, un homme à la fois berceau et canne, pris entre l'aube d'une nouvelle vie et le crépuscule de la sienne. Il est devenu père dans sa 9e décennie, accueillant l'enfance avec des mains qui ont porté à la fois des empires et des fantômes. La fortune autrefois perdue et reconstruite s'est depuis longtemps amincie. Le grand domaine de Beverly Hills, qu'il appelait autrefois sa maison, vendu, les voitures, les paillettes, l'empire ramené à l'essentiel. Il n'est pas pauvre, mais le mythe d'une richesse sans fin s'est estompé. Ce qui reste est suffisant. Suffisant pour travailler quand il le choisit, pour vivre avec une dignité tranquille et pour soutenir les enfants qui sont arrivés tard mais sont devenus son dernier lien inébranlable avec le monde. Mais le temps est un comptable plus dur que n'importe quel banquier. Le corps qui brûlait autrefois avec des cigarettes, de l'adrénaline et des nuitantes nuits blanches le trahit maintenant en chuchotant. Son ouïe s'affaiblit, ses pas ralentissent, sa voix volcanique se fissure sous le poids des années. Le miroir ne reflète plus l'acier de Michael Corleone ou le feu de Tony Montana, mais un vieil homme façonné par des décennies de survie. En public, il marche sous de larges chapeaux et des manteaux amples, non plus le lion à l'affût, mais un survivant de la tempête. Pourtant, même dans la fragilité, l'air change lorsqu'il entre dans une pièce. Il reste cette gravité tranquille, cette étincelle de commandement que l'âge ne peut effacer. Sa vie maintenant est dépouillée, presque monastique. Les fêtes, les premières, les tapis rouges, il les laisse aux autres. Le bruit d'Hollywood ne l'appelle plus. Il préfère la compagnie calme de ses enfants, en particulier Roman, son plus jeune fils, né en 2023. Roman est à la fois miracle et miroir, un enfant dans un berceau à côté d'un père avec une canne. Ceux qui sont proches de Pacino disent qu'il tient le garçon avec révérence, comme si chaque souffle, chaque battement de cœur était un cadeau emprunté au temps. Pour un homme qui a autrefois fui la permanence, la paternité l'a finalement attrapé, le liant à l'inévitabilité tranquille de l'amour. Et il travaille toujours. Des scripts arrivent et bien que ses mains tremblent, il tourne les pages. Des rôles dans des films comme Maudit, The Ritual, Billy Knight et Killing Castro le maintiennent lié au métier qui a donné un sens à sa vie. Sur le plateau, des assistants guident ses pas. Des microphones s'efforcent de capter le gravier dans sa voix. Pourtant, lorsque les caméras tournent, quelque chose d'ancien s'éveille. La précision, l'instinct, la flamme, c'est toujours là. Chaque geste, chaque pose se sent récupéré de ce lit d'hôpital où le silence régnait autrefois. Chaque performance maintenant est une heure empruntée, un murmure de défi contre le temps lui-même, mais Pacino n'est plus seulement un interprète, il est l'héritage fait cher. L'homme qui dormait autrefois dans des théâtres obscurs détient maintenant la triple couronne du jeu d'acteur. Oscar, Emmy et Tony, peu ont déjà atteint ce sommet. Il se tient parmi les derniers grands disciples de la méthode de Lee Strasberg. La preuve que l'immersion, la vérité et le sacrifice émotionnel pouvaient nous créer un art d'une honnêteté insupportable. Pour les générations qui suivent, son nom est plus qu'une référence. C'est une boussole.
Il parle de lui non pas seulement comme d'un acteur, mais comme d'un argument vivant pour ce que le dévouement peut accomplir. Ce qui sépare Pacino du reste, ce ne sont pas seulement les personnages qui l'ont défini. Le calcul glacial de Michael, la fin volcanique de Tony, la rage morale de Serpico ou le défi blessé de Slade. Mais son endurance à travers plus d'un demi-siècle, il a survécu à ce qui détruit le plus. Chagrin d'amour, scandale, ruine, solitude et la trahison de son propre corps. Chaque fois que le monde l'a déclaré fini, il s'est relevé. La résilience plus que la gloire ou la fortune est devenue son art le plus vrai. Il n'est plus l'immortel qu'il semblait autrefois. Il ne souhaite plus l'être. Dans sa vieillesse, les applaudissements se sont calmés, mais la gratitude s'est approfondie. Pour ceux qui ont regardé son parcours, le sens ne réside pas dans les trophées ou les titres, mais dans la persévérance, la foi inébranlable que la douleur peut être transformée en but. Derrière chaque film, chaque monologue tremblant, chaque silence tonitruant, se trouve l'écho d'un garçon du Bronx qui a refusé de disparaître. Et maintenant, alors que le rideau se dirige vers sa fin, ce qui reste n'est pas la tragédie, mais la révérence. La gratitude qu'un enfant autrefois abandonné aux rues s'est construit en un monument d'art. La gratitude qu'il a pris chaque blessure, pauvreté, perte, dépendance, peur et l'a transformée en performance qui ont fait pleurer le public pour sa propre brisure. La gratitude que même lorsque la fortune a fui, lorsque l'amour a vacillé, lorsque le monde a oublié d'applaudir, il a continué à donner tout ce qui lui restait. L'image qui persiste est simple. Un vieil homme assis dans une pièce calme, des scripts pliés à côté de lui, le rire d'un enfant résonnant dans le couloir, une main repose sur une canne, l'autre berce une photographie d'il y a longtemps. Un visage des années où le monde était en feu et il en était la flamme autour de lui. Les applaudissements se sont estompés, mais le silence n'est pas vide. Il est plein de tout ce qu'il a enduré, de tout ce qu'il a perdu, de tout ce qu'il a donné. Dans ce silence vit le portrait final d'Al Pacino. Pas l'icône intouchable, mais l'homme en dessous. Le survivant qui a regardé la mort en face s'est relevé et a choisi même dans la fragilité de continuer à créer. Pour lui, c'est suffisant. Suffisant pour honorer la vie qui lui a été donnée, suffisant pour faire la paix avec les fantômes qui l'ont façonné, suffisant pour nous rappeler à tous que la grandeur ne se mesure pas à l'immortalité, mais à l'endurance et au courage de se tenir tremblant mais intact dans la lumière qui s'estompe. Al Pacino, en 2020, toujours sous la fluorescence froide d'un plafond d'hôpital, sa poitrine silencieuse, les moniteurs plats, puis est venue la secousse, le halètement, le son de la respiration se forçant à revenir dans un corps qui avait presque abandonné. Contre le poids du néant, la vie est revenue. Ce moment, moitié résurrection, moitié rappel, est devenu son dernier professeur. Depuis cette nuit, chaque ligne qu'il prononce porte l'écho du temps emprunté. Le faible bourdonnement de la mortalité traversant sa voix, chaque mot semble conscient qu'il pourrait être le dernier, et dans cette conscience, l'art s'approfondit. Si son histoire offre une leçon, c'est que les légendes ne sont pas façonnées uniquement par les triomphes. Elles sont construites à partir de l'épave, cicatrices, trahison, chagrin d'amour et la décision tranquille de se relever quand personne ne s'y attend. La vie de Pacino n'a jamais été proprement héroïque, elle était brute, humaine, défiante. Il a saigné pour son art, a trébuché dans la solitude, a perdu des fortunes et des amours et a continué à marcher. Le garçon du Bronx qui se cachait autrefois dans des théâtres obscurs est devenu l'homme qui a fait écouter le monde. Non pas par la perfection, mais par la persévérance, il n'est pas immortel. Il serait le premier à vous le dire. Son dos se courbe, son ouïe vacille, sa voix autrefois tonitruante se brise en gravier. Pourtant, quelque chose en lui perdure, une impulsion de feu qui refuse de s'éteindre. Son corps peut céder au temps, mais son travail, sa vérité reste intacte par celui-ci. Le regarder maintenant, c'est être témoin non pas de performance, mais de la survie elle-même. Un homme qui sait à quel point chaque battement de cœur est fragile et choisit de lui donner un sens quand même. Si une de ces scènes qu'on vous a déjà touché, si le silence de Michael, le défi de Serpico, la fin de Tony ou la rédemption de Slade vous ont déjà trouvé là où les mots avaient échoué, alors parlez-en maintenant. Chuchotez la gratitude qu'il ne demande jamais.
Parce que l'homme qui s'est donné à 1000 rôles nous a donné plus que du divertissement. Il nous a donné des morceaux de son âme, des fragments de sa propre douleur et de sa persévérance. Chaque rôle était une confession. Chaque performance, un battement de cœur récupéré du vide. Et quand le rideau tombera enfin, et il le fera. Qu'il ne soit pas dit seulement qu'Al Pacino était un grand acteur, qu'il soit dit qu'il a enduré à travers l'échec et la gloire, à travers le silence et les applaudissements, à travers la pauvreté, l'amour et le poids des années. Il a porté sa flamme dans chaque pièce sombre et a laissé de la lumière derrière lui. Des ruelles du Bronx au sommet d'Hollywood, de l'immobilité de l'hôpital au rugissement de la scène, de la ruine à la résurrection, il nous a montré ce que signifie vivre avec vérité, avec acharnement, jusqu'au tout dernier battement de cœur.